Pour les omnivores que nous sommes, reconnaître les aliments est vital. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, choisissaient leur nourriture en fonction des saveurs. Puis avec l'apparition du feu et de la cuisson, le goût s'est progressivement développé en même temps que les traditions culinaires de chaque culture. Mais comment fonctionnent nos papilles gustatives? Quel est le rôle de l'olfaction dans la perception du goût? Quelles sont les causes et les conséquences de la perte de goût? Autant de questions que nous allons évidemment poser à nos invités dans quelques instants. Mais avant, un gros plan sur l'organe du goût. C'est bien sûr la langue que vous allez voir ici. Sa partie arrière est reliée là-bas au pharynx. Elle est encadrée par les amygdales palatine que vous voyez là, sur les côtés, par l'amygdale linguale au centre et l'épiglotte qui est en arrière. Et sa surface est recouverte de capteurs. On vous a schématisé ici. Certains sont sensibles, on va voir une langue de plus près. Voilà, vous voyez, quand on agrandit bien, on peut voir effectivement ces papilles. Certains de ces capteurs sont sensibles au chaud et au froid, d'autres aux pressions ou encore à la texture des aliments. Et bien sûr, il y a d'autres capteurs qui sont chargés de reconnaître les différentes saveurs. Ce sont les papilles gustatives. Hop. On va les regarder voilà, de plus près. Plus près, en voici quelques exemples. Certaines papilles ont une forme filiforme, comme ici. D'autres ont une forme de champignon, qu'on appelle les fungiformes. Ou d'autres encore, que vous ne voyez pas là, ont une forme de V inversée. Ce sont les papilles caliciformes, localisées au fond de la langue. Chaque papille contient des bourgeons. On va vous montrer ça de plus près. Voici la surface de la langue avec la différentes papilles. Là, une papille fungiforme, ronde, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image en microscope. Et elles sont toutes ces papilles capables de reconnaître, enfin, elles contiennent des bourgeons qui sont ici, voilà, qu'on voit là, que vous distinguez, qui sont capables de reconnaître le goût salé, sucré, acide ou amer. Quand on goûte un aliment, il se mélange à la salive. On va regarder ça sur une animation. Hop là. Donc quand on mange un aliment, il se mélange à la salive et pénètre dans ces bourgeons. Ces derniers sont reliés à des fibres nerveuses qui vont transmettre l'information au cerveau. Et après analyse, le cerveau reconnaît par exemple si le goût est plutôt sucré ou salé. En revanche, il ne peut pas savoir si c'est du chocolat ou du caramel. Pour ça, il a besoin d'autres indices qui proviennent avant tout du sens de l'odorat, qui est absolument essentiel dans le goût, mais également celui de la vision. Pour répondre à vos questions, trois invités. D'abord le docteur Patrick McLeod, qui est chercheur en neurosciences, président de l'Institut du goût et fondateur du laboratoire de neurobiologie sensorielle de l'école pratique des hautes études. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le docteur Patrick Fon, qui est ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour. Et puis nous accueillons Jean-François Ollier. Bonjour Jean-François. Alors vous avez eu un traumatisme crânien il y a 12 ans. 10 ans. 10 ans, qui a déclenché apparemment des gros soucis, mais vous avez mis en fait du temps avant de consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, j'étais chez un ami en fait qui avait à l'époque chez lui un bar, autour du bar des tabourets de bar. On était au tout début de la soirée, donc tout à fait conscient de tout ce qui se passait. Et en descendant du tabouret pour aller chercher mes cigarettes, a priori, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je me suis pris le pied dans un des pieds du tabouret de bar? Est-ce que mon talon a glissé sur le carrelage? Je récite que je suis parti à la renverse. Et j'ai tapé la tête dans un mur en pierre qui, lui, n'a pas bougé, mais ma tête, elle a fait... Vous avez quand même perdu conscience? Alors j'ai perdu conscience, oui, pendant a priori plus d'un quart d'heure. Ouais. Ce qui est long. Ce qui est long, oui. Alors mon ami voulait appeler les secours. L'ami chez qui nous étions dit t'inquiète pas, il est solide, il va revenir. Et surtout, vous avez quand même vomi au réveil, ce qui est quand même... Ensuite, ça fait bon signe de traumatisme crânien, quoi. Oui, et puis j'étais complètement bloqué sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Je les captais même pas. Hein. J'ai simplement demandé effectivement à ce qu'on me donne un seau, une bassine, parce que j'avais envie de rendre, et c'est ce qui s'est produit. Ouais. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire non plus, ils m'ont conseillé d'aller me reposer pour reprendre mes esprits. J'ai dû dormir 1 heure, 1 heure et demie, et puis après, voilà, je me suis réveillé, et là, je me rappelle de tout. Et là, ensuite, vous êtes quand même allé aux urgences le lendemain? Alors, je suis allé aux urgences le lendemain, mais le délai était trop long, donc je suis parti. Donc ça, c'était le dimanche. Le lundi, je suis allé travailler. En moto? En moto, enfin à moto, oui, je travaillais à la maison de la radio à l'époque sur C'est mon choix, et puis le soir, j'ai dit là, en rentrant, j'ai dit il faut absolument retourner aux urgences, donc je suis retourné aux urgences. Ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, de toute façon, depuis le temps, s'il avait dû se passer quelque chose, ce serait déjà fait. Donc j'ai quand même insisté pour passer un scanner, qui m'ont fait passer, ils m'ont prescrit
un passage, mais en externe. Le lendemain, donc, j'ai passé le scanner. Je suis reparti avec mes résultats qui étaient a priori bons. Et le mercredi, j'ai un coup de fil me disant qu'on essayait de me joindre déjà depuis un moment pour m'annoncer que mes résultats n'étaient pas les bons. Non, mais les résultats que j'avais n'étaient pas les miens. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, vous accumulez quand même. Ouais, alors on m'a dit, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai eu un peu de crainte. Je me suis dit est-ce qu'on va m'annoncer un caillot qui se promène, quelque chose. Enfin, et on m'a dit non, vous avez une fracture du crâne de 45 mm. J'ai dit d'accord. Et alors on fait quoi? Bah rien. Surtout ne vous agitez pas trop, Et ne vous penchez pas. Enfin. Vous vous êtes rendu compte au bout de combien de temps que ça avait une influence sur notre sujet du jour, à savoir le goût? Alors honnêtement, je n'ai pas noté la date. Ce qui s'est passé, c'est que je suis éleveur de reptiles, en plus du reste. Et j'avais à l'époque des bébés mamba, des serpents venimeux arboricoles africains. Et ces serpents sont très nerveux. Et j'avais un couple, donc chaque bébé dans une petite boîte, dans un phonabox. Et j'avais donné à chaque bébé un souriceau. Les boîtes étaient posées sur des plaques chauffantes pour que les serpents soient à bonne température, soient bien. Vous avez raison. Et après qu'un des deux ait mangé, je me suis rendu compte qu'il avait plus d'eau. Donc j'ai voulu lui remettre de l'eau aussi délicatement que possible. La seule chose, c'est que ces serpents étant très nerveux, j'ai vu que ça partait un peu en vrille. Donc j'ai stoppé là, direct. Et puis j'ai attendu 2 jours pour remonter voir de quoi il retournait. Et je me suis aperçu au bout de 2 jours que le serpent avait régurgité le souriceau qu'il avait mangé. Et il l'avait régurgité dans la foulée de son affolement. Et donc 2 jours préalable. C'est ça que vous voulez dire? Ça sentait très mauvais. Normalement, ça ne devait pas sentir bon. Donc j'ai retiré le serpent de sa boîte, j'ai mis le nez dans la boîte et là je me suis rendu compte que je ne sentais rien. Ce qui fait que je me suis... C'est le serpent qui a posé le diagnostic. Voilà. Après, je me suis donc interrogé un petit peu plus sur le reste et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai que je ne sens plus le goût de ce que je mange. Genre j'ai toujours le sucré et le salé. D'accord. Donc il y a peut-être encore un peu le goût, il n'y a peut-être plus l'odorat. 2 questions en tout cas sur le goût. Est-ce que déjà un traumatisme crânien comment ça peut provoquer une perte du goût? Et est-ce que c'est fréquent ou est-ce que ça arrive qu'effectivement il y a un délai entre le moment qu'on mette un temps à s'en rendre compte? Alors c'est une cause très fréquente de perte de l'olfaction, notamment dans les chocs postérieurs. Je crois que vous m'avez expliqué que vous avez eu un choc postérieur. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans la boîte crânienne, vous avez le cerveau qui baigne dans du liquide céphalorachidien. Lorsque vous avez le choc postérieur, vous allez avoir un recul de l'encéphale par rapport aux bulbes olfactifs qui sortent en avant du cerveau et qui vont s'ancrer en fait au niveau de la base du crâne pour venir se connecter avec l'épithélium au niveau des fosses nasales, du toit des fosses nasales. Donc lorsque vous avez un recul du cerveau, vous pouvez avoir soit un arrachement, c'est ce qui s'est passé, soit une élongation de ces petits filets olfactifs, ces petits filets nerveux qui traversent, voilà, c'est ce qu'on a vu exactement. Donc deux solutions, soit vous avez simplement une élongation des filets olfactifs, enfin des filets nerveux auquel cas il y a des possibilités de récupération, soit vous avez un véritable arrachement des filets olfactifs et là malheureusement, comme chez monsieur, c'est bien fait ce que les neurologues que j'ai consultés. C'est une perte de l'olfaction qui donne une perte de goût. Alors justement, il faut bien redéfinir la définition de la perte de goût. La perte de goût, c'est uniquement la perte du sucré, du salé, accessoirement de l'amer et de l'acide, lié à un dysfonctionnement des papilles linguales. Donc là, effectivement, ce qu'il a perdu, c'est l'olfaction. C'est la perte des saveurs alimentaires, des saveurs complexes. En fait, le mécanisme, rapidement, lorsque vous mettez des aliments en fait dans votre bouche, les molécules olfactives vont remonter en fait derrière le voile du palais et venir stimuler l'épithélium olfactif. Donc en fait, monsieur a probablement encore très bien la détection du sucré et du salé, mais il perd en fait toutes les saveurs complexes alimentaires. Et alors, est-ce qu'un traumatisme crânien peut donner seule une perte de goût et pas de l'olfaction? Tout est possible. On peut avoir une perte de ce qu'on appelle la rétro-olfaction, hein, c'est le phénomène de remontée des molécules olfactives vers le voile. Ou alors on peut avoir une perte de l'odorat antérieur, c'est-à-dire on perd en fait la sensation des odeurs dans une pièce qui peut être isolée seule. On peut avoir les deux ou associés. Tout est possible. On va prendre quelques questions des téléspectateurs. Est-ce qu'il existe une corrélation entre l'âge et la perte du goût, demande-t-on? Patrick Macléo. Oui, il y a une petite corrélation, mais quand on essaye d'analyser les choses, de creuser un peu, on s'aperçoit que comme les cellules sensorielles se renouvellent très rapidement pendant toute la vie, c'est pas tellement l'organe sensoriel périphérique, comme croient généralement les personnes, qui est touché, c'est plutôt le cerveau. Et le test qu'on a trouvé qui était le mieux corrélé à des baisses de sensibilité olfactive et gustative,
c'était le test des erreurs dans la lecture d'un texte écrit. Et alors ça nous envoie à une notion qui est maintenant bien établie, c'est que les goûts et les odeurs sont représentés dans le cerveau par ce qu'on appelle des images sensorielles, c'est-à-dire littéralement des choses qui sont comme des représentations graphiques. C'est les neurones qui dessinent, si vous voulez, quelque chose dans le cerveau. Et l'opération de sentir un goût ou une odeur consiste à décoder correctement le message écrit par les neurones dans ces images sensorielles qui s'inscrivent dans différentes zones spécialisées du cerveau. D'accord. Oui. Je vais juste rajouter que, comme tous les sens, l'odorat vieillissait. Et il y a des études qui ont montré que la courbe commençait à s'infléchir vers 65-70 ans pour finalement aboutir à des pertes importantes de l'odorat et de l'olfaction, enfin de l'olfaction et des saveurs au-delà de 80 ans. C'est reconnu. Ce qui participe d'ailleurs aux troubles alimentaires de la personne âgée. Lockman demande s'il y a certains médicaments pris au long cours qui peuvent faire disparaître le goût. Oui, il y a toute une liste connue des spécialistes, pas très intéressante à énumérer. On nous demande par exemple si les antidépresseurs peuvent faire disparaître le goût à long terme. Il y a dans les antidépresseurs, il y a quelques familles qui sont un petit peu suspectes, disons. Une sorte de dénominateur commun apparemment serait du côté du zinc dans le sang. Si les médicaments ou si la situation du patient fait qu'il a une zinguémie diminuée, souvent ça donne des pertes gustatives, alors du goût dans la langue. Si on arrête le médicament, le goût revient? Oui. Oui, c'est réversible. Oui, tout ce qui est périphérique est parfaitement réversible, ce qui fait que quand l'affection est quelque part dans la langue ou dans le nez ou dans les fosses nasales, en général, ça peut très très bien revenir. Marie-Thérèse dit qu'elle n'a jamais eu de goût et d'odorat. À quoi ça peut être dû? Alors, si elle n'a jamais de souvenir d'odeur ou de saveur, elle a très probablement un problème de ce qu'on appelle de perte congénitale de l'odorat, ce qu'on appelle une anosmie. La perte de l'odorat, c'est l'anosmie, qui est liée en fait à un défaut de développement des bulbes olfactifs. Donc, il faut qu'elle aille consulter dans un service spécialisé et on peut objectiver le problème en faisant une IRM des bulbes olfactifs qui montreront donc une absence d'organes. D'accord, il faut les consulter, mais on ne pourra pas faire grand-chose. Malheureusement, non. Il faudra juste lui donner quelques conseils. On pourra y revenir sur les accidents domestiques qui peuvent être entraînés par les troubles de l'odorat. Alors, on va voir dans un petit reportage maintenant que, à l'inverse, le goût peut s'éduquer et se cultiver, notamment pour ceux qui ont décidé d'en faire leur métier. Pour savoir comment, Marie Chagnot et Anna Salzberg se sont rendus dans un cours de cuisine, puis un laboratoire étudiant le fonctionnement des papilles gustatives. Ça manque de sel? Alors, si ça manque de sel, qu'est-ce qu'on fait? La cuisson en elle-même, elle est comment? Dans ce lycée hôtelier, les papilles gustatives des étudiants sont sollicitées des dizaines de fois chaque jour. L'objectif ce matin, cuisiner une croustade d'œufs pochés et d'érable de lapin farci. Pendant la préparation, les jeunes chefs goûtent leurs plats et leurs sauces, un geste qui paraît simple mais qui exige pourtant un certain savoir-faire. Il faut en prendre une quantité suffisante déjà, par exemple comme ceci. Mélanger dans la bouche pour imprégner toutes les papilles gustatives, parce que certaines sont plus sensibles que d'autres. Et là, je sens par exemple qu'il y a une forte proportion de sel qu'on va rectifier en adoucissant, en ajoutant de la crème fraîche pour contrebalancer un petit peu. Dans ce laboratoire de recherche, des scientifiques étudient précisément le rôle de la langue dans le goût. Et là, on apprend que contrairement à une idée répandue, la langue n'a pas de zone définie pour reconnaître le sucré, le salé, l'acide ou l'amer. Chacun peut avoir sa carte de sa propre langue, mais ce n'est pas en aucun cas une carte universelle, il n'y a pas d'observateur standard, si vous voulez. On peut trouver des papilles qui répondent au goût sucré partout sur la langue, on peut trouver des papilles qui vont répondre au goût salé partout sur la langue, et etc. pour tous les goûts qu'on veut bien essayer de tester. Démonstration avec ce test très simple. Le chercheur dépose une saveur sur une papille isolée située plutôt à gauche de la langue. Salé. La même saveur est testée ensuite sur une autre zone de la langue. Salé. Nous sommes donc bien capables d'identifier à différents endroits de notre langue une seule et même saveur. Retour dans les cuisines du lycée hôtelier. On doit rectifier l'assaisonnement. Ça reste encore al dente. Dans les casseroles, ça mijote, ça grille, ça fricasse et le chef continue de goûter les plats préparés par ses élèves. On a souvent tendance à dire qu'il y a 4 saveurs, mais des saveurs, il y en a des dizaines et des dizaines.
et des saveurs combinatoires encore plus. L'important, c'est qu'on est plus sensible à certaines saveurs qu'à d'autres. Le rôle de la langue dans la dégustation est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être scientifique pour savourer les plaisirs de la table. Ce jour-là d'ailleurs, les œufs pochés et le lapin farci ont ravi les papilles des convives. Jean-François, 10 ans après la survenue de vos ennuis, est-ce que vous avez l'impression que petit à petit vous rééduquez votre odorat et donc votre goût, puisque tout ça, on l'a vu, est lié dans votre cas? Non, malheureusement, il n'y a pas de progrès. Ce qui est bizarre, malgré tout, c'est que parfois, il m'arrive de récupérer une odeur. Ça m'est arrivé en me promenant dans un grand espace de jardinerie, où en passant, d'un seul coup, je dis, mais ça sent la vanille. J'ai fait demi-tour, je suis revenu sur le lieu que j'avais dépassé de quelques mètres, et en fait, là, plus d'odeur. Mais vous avez encore du plaisir à manger ou pas? Ah oui, ça, ce côté-là, il oui, n'y a pas de... Même sans le... Oui. De toute façon, c'est vrai que parfois je me dis c'est quand même donner un peu de la confiture à un cochon, excusez-moi l'expression, mais enfin bon voilà, mais à côté de ça, je continue effectivement à m'alimenter tout à fait normalement. Vous essayez de manger des choses qui sont très sucrées, très salées pour pouvoir profiter de ces aliments-là? De toute façon, le sucré-salé, je l'ai sans problème, mais par contre, je suis incapable de vous dire, je suis en train de manger par exemple de la confiture de framboise ou d'orange, c'est pareil. D'accord. S'il n'y a que la texture du produit qui peut m'aider. Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, si on a 2 petites minutes, quand on est à la campagne, il arrive qu'on traverse des zones d'épandage où ça sent quand même pas très bon, le lisier. Hein. Et nous avons remarqué que, après avoir fait quelques tests, en traversant ces zones-là, je ne sens pas l'odeur ambiante, mais je capte, alors ça peut paraître bizarre, une modification de la texture de l'air. Vous sentez qu'il y a quelque chose de changé, mais vous n'arrivez pas à identifier. Le poids, on va dire, entre guillemets, de l'air ambiant n'est pas le même. Et systématiquement, quand ça se produit, je dis à mon ami, surtout, tu me dis rien, et si je détecte une modification, je te le dirai. Et systématiquement, quand on arrive dans ces zones-là, tiens, ça change. Qui passe? Non, je pense que ça passe par un autre nerf qu'on appelle le nerf trijumeau, qui a des récepteurs au niveau des fosses nasales, du pharynx, etc., et qui peut, sur des odeurs très fortes, comme l'odeur d'eau de javel, entraîner des sensations. Ce ne sont pas de véritables sensations olfactives, ce sont des simples modifications un peu de l'ambiance. Alors, c'est ce qui se passe aussi, excusez-moi, quand je rentre chez moi, donc où j'ai pas mal de serpents, quand les mambas ont fait leurs besoins, ça par contre, c'est systématique, je sais que j'ai du nettoyage à faire dans leur terrarium, alors que je ne le vois pas. D'accord. Et vous sentez qu'il y a une différence. Ah oui. Ça, c'est clair. On imagine que ne rien sentir comme ça, c'est relativement dangereux quand même. C'est très dangereux. Il y a une étude qui a montré il y a quelques années que plus de 70% des gens qui avaient un problème olfactif comme ça avaient un jour ou l'autre un problème. Alors, ça pouvait être la non-détection d'un départ d'incendie, ça peut être la non-détection d'une fuite de gaz qui peut être extrêmement dangereux non seulement pour le patient mais aussi pour le voisinage en cas d'explosion. Et il ne faut pas oublier les problèmes liés à la non-détection des produits alimentaires avariés. La première chose que l'on fait lorsqu'on a un doute sur un aliment, on le sent. Et là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des intoxications gravissimes qui ont pu se voir chez les gens qui ont perdu l'odorat. D'accord, donc c'est important à connaître. Voilà, alors les trois choses. Est-ce qu'on peut traiter cette perte de goût que montrent les chercheurs, la recherche à ce niveau-là? Enfin, on ne peut pas vraiment parler d'un traitement, mais on parle d'une réhabilitation. C'est-à-dire que la vraie fonction du goût, c'est de reconnaître des objets. Et reconnaître les objets, soit des aliments, ça c'est vraiment le goût, soit les objets qui nous entourent, ça serait peut-être plutôt le problème de l'olfaction. Mais dans tous les cas, le travail du cerveau est un travail de synthèse qui reçoit une information multisensorielle. On vient de les rappeler à peu près tous, il y a le goût de la langue, il y a les odeurs qui passent par voie rétronasale, il y a aussi le système somesthésique, le système qui est représenté dans la tête par le nerf trijumeau, qui va être sensible à la fois aux aspects mécaniques, thermiques, le chaud et le froid, le chaud étant séparé du froid en neurophysiologie, c'est 2 systèmes différents, et les aspects chimiorécepteurs de certains gaz. Et le gaz dont vous parliez, monsieur, je pense que c'est l'ammoniac qui est le signal
parce que l'ammoniac n'a pas d'odeur, contrairement à ce qu'on croit. Cette odeur très forte qu'on ressent avec l'ammoniac en temps normal, elle est véhiculée par le trijumeau. Donc il vous reste certainement une possibilité de réagir à l'ammoniac qui s'est manifestée dans les 2 cas que vous avez cités. Et il faut travailler voilà, donc sur ce qui notre cerveau qui fait la synthèse de tout ça, en réalité, son but, et ce qui va nous rendre heureux, si vous voulez, c'est de reconnaître les objets. C'est pas du tout de savoir si c'est par le goût, par l'odeur ou par autre chose. Donc l'important est que la personne, quand elle déguste, fasse appel au sens qui lui reste. Et la dégustation volontaire, si vous voulez, la dégustation attentive, avec une sorte d'apprentissage qui peut être éventuellement guidé par un coach. C'est comme par exemple dans les exemples de cuisine que vous avez montré brièvement. Eh bien, ça permet de retrouver une sorte d'aisance avec cette fonction de reconnaître des objets qui n'est plus aussi spontanée qu'elle était dans la première partie de notre vie. C'est intéressant. Delphine demande si la mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être un facteur de perte du goût. Tout à fait, c'est un des facteurs principaux quant à la perte de goût au niveau des papilles gustatives de linguales, puisque c'est un environnement, on peut imaginer que lorsqu'il y a une pullulation bactérienne au niveau de la bouche, au niveau de la langue, ça encrasse les papilles, voilà, ça détruit, ça peut détruire un peu les papilles, et le problème sera réglé après une petite visite chez le dentiste. Après. Voilà, exactement, puisque les papilles gustatives se régénèrent beaucoup plus rapidement que l'épithélium olfactif, après une dizaine de jours. Donc, a priori, si le problème est réglé, en une dizaine de jours, le goût revient. Et alors justement, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser la brosse à dents, enfin les brosses à langue. Est-ce que ça peut éventuellement être un facteur pour avoir un goût supérieur ou pas? Si on a la langue un peu chargée, pourquoi pas, mais j'ai pas de... Sinon, non, je pense que c'est pas utilisé systématiquement au quotidien. Et quand on se brûle la langue en mangeant, ça veut dire qu'on perd quelques papilles, on va les récupérer, ces fameuses papilles? Tout à fait, c'est ça, et ça se régénère très vite. C'est-à-dire très vite? 2-3 jours. D'accord. Une fois que la sensation de brûlure a disparu, en fait, c'est qu'on a récupéré le goût. C'est pas tout à fait les papilles, c'est les bourgeons du goût qui sont coupables. C'est-à-dire l'élément nerveux qui est à l'intérieur des papilles. D'accord, ce qu'on avait vu en tout petit à l'intérieur. Par contre, la brûlure que l'on sent et qui est douloureuse, elle, c'est superficiel. Victime d'une sinusite chronique que les médicaments ne guérissent pas, ma mère perd régulièrement le goût. En fait, je pense que c'est plutôt l'odorat, vous allez me dire ça. Exactement. Que faire, demande Marie. Vous êtes vraiment... Je progresse. Je vous donne 6 ans. Encore 10 minutes et c'est bon. Alors, que faire? C'est une des étiologies qui entraîne une perte de l'odorat qui peut se traiter. Toutes les pathologies un peu nerveuses, traumatiques ou virales qui s'attaquent à l'épithélium olfactif ou bien au bulbe olfactif sont très difficiles où il n'y a quasiment pas de traitement. En revanche, sur les sinusites, on peut traiter médicalement, voire chirurgicalement en fonction du scanner. Il y a toujours moyen d'améliorer. Alors récupérer peut-être partiellement, mais améliorer en tout cas, ça c'est clair. Est-ce qu'un ancien fumeur peut retrouver le goût et l'odorat comme avant? Oui. En fait, très rapidement, et bizarrement, en fait, en quelques jours, un fumeur retrouve l'odorat. D'accord. Émilien, j'ai perdu le goût depuis l'apparition de polypes nasaux. Que dois-je faire? C'est le même problème que pour la sinusite chronique. La polypose, c'est une sinusite chronique et qui touche encore plus l'odorat puisqu'elle est située au niveau des fentes olfactives. Donc c'est à cet endroit-là que les polypes vont se développer et donc boucher en fait le passage vers l'épithélium olfactif. Donc c'est la même chose, traitement médical pendant plusieurs mois, c'est une pathologie chronique, et éventuellement chirurgie d'ablation en fait des polypes. Juste une question de science-fiction en 10 secondes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans le cas de Jean-François, on puisse dans quelques années aller reconnecter les fameux nerfs qui ont été distendus, arrachés? Non, probablement ça c'est vraiment de la science-fiction, mais il serait tout à fait possible d'implanter des électrodes au bon endroit de l'autre côté, au-delà de la partie cassée, c'est-à-dire dans le bulbe olfactif, et de redessiner à la surface du bulbe olfactif une pseudo-image olfactive sensorielle qui se dessine normalement quand le nerf n'est pas coupé. Donc on peut en quelque sorte faire quelque chose qui ressemblerait à ça et que la personne apprendrait à lire comme elle apprendrait à lire des caractères chinois. Merci beaucoup pour vos explications, merci pour votre témoignage.